Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais vous parler d'un sujet difficile à aborder dans notre monde parce que je vais un petit peu dépasser le champ intellectuel, rationnel, habituel. L'essentiel de ma carrière est une carrière en lien avec des sujets scientifiques. Et qu'on soit bien clair, pour moi la science reste ma passion parce que je m'intéresse à la réalité et que le but de la science est justement d'interpréter au mieux, de décrire au mieux la réalité telle qu'elle est. Seulement, j'ai pu constater durant ces années que certains faits qui existent ne peuvent pas être abordés par la science. Une des raisons, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo que j'ai faite sur la conscience des animaux, c'est la conscience justement, puisque la conscience est l'entité qui veut faire de la science, qui veut découvrir la réalité, et donc elle ne peut pas s'étudier elle-même. Donc là, on a un problème. Or, tant qu'on ne comprend pas bien comment fonctionne la conscience, tous nos résultats sont sujets à interprétation, puisqu'ils peuvent être modifiés par notre conscience, justement. Bon, si c'est déjà trop théorique ce que je vous dis ici, je vous renvoie vers la vidéo de la conscience des animaux, et si ça ne répond pas encore à vos questions, eh bien, il y aura des suites. J'ai prévu des suites à cette vidéo. Ce que je vais faire ici est un peu original, un peu plus difficile, un peu plus personnel, c'est que je vais partager des expériences vécues en essayant d'être le plus factuel possible, en proposant éventuellement des interprétations et des enseignements, mais en faisant bien la différence entre les faits et la manière dont je les interprète, qui est évidemment sujette à discussion. Maintenant, vous allez dire, les faits sont aussi sujets à discussion, puisque je vous les rapporte de façon personnelle, et que vous pouvez croire que je les décris mal, voire que je vous mens. Je dis toujours qu'il ne faut jamais croire quelqu'un 100% sur parole, tout le monde peut se tromper, et la malhonnêteté existe malheureusement chez l'être humain. J'espère toutefois, que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne vous raconte pas d'histoire, et ensuite que ces expériences peuvent vous être utiles dans ce monde qui est assez compliqué, où je sais que beaucoup de gens se posent des questions profondes, et donc des réflexions d'autres personnes permettent parfois de prendre du recul et d'avoir des pistes pour creuser et pour avoir une attitude d'autant plus constructive pour soi et pour les gens qui comptent pour nous, pour son entourage et pour tout ce qui compte, les animaux, la nature, etc. Une des plus grandes expériences de ma vie a eu lieu début 2016. Pendant des années, en fait des dizaines d'années, j'ai essayé de faire de ma passion, l'observation des oiseaux surtout et des autres animaux, mon travail, avec un succès variable selon les années, selon les endroits où j'étais. Et de 2012 à 2015, j'avais une agence de voyage en Ouganda, et ça se passait quand même plutôt bien. Sur la fin, il y a eu des problèmes qui ont expliqué que j'ai arrêté, mais globalement, j'ai eu une période très enrichissante, passionnante, et j'y pense d'ailleurs avec beaucoup de nostalgie. Mais fin 2015, pour un concours de circonstances sur lesquels je ne vais évidemment pas revenir, mais c'est important de comprendre qu'il y avait des problèmes quasiment insolubles et que j'étais complètement désespéré, découragé, à plein de niveaux, découragé de mes partenaires, de mes anciens associés, surtout de un qui a essayé de me voler la compagnie, avec plus ou moins de succès, de mes clients. Désolé pour ceux qui écoutent, mais c'est la vérité. Pas tous, encore une fois, il y avait des exceptions. La majorité des fournisseurs de services, de tous les partenaires, etc., qui, finalement, ne comprenaient rien à ce que j'essayais de faire, en écotourisme propre, respectueux de la nature, respectueux de la santé, etc. Donc je suis parti, mais je suis parti sur un coup de tête et de façon totalement désespérée. J'en peux plus, je pars. J'ai décidé du jour au lendemain. Pour vous avouer la vérité, j'avais pris un billet pour l'Argentine, pensant qu'en plein été austral, je l'ai trouvé dans les montagnes, des endroits agréables. Ça coûtait une fortune. C'était NTB, Johannesburg au Brésil, je ne sais plus, São Paulo, et puis seulement São Paulo jusqu'à Buenos Aires. Bon, j'ai acheté ce billet, et puis je suis parti, j'ai pris un véhicule, je suis parti. En route, je me suis arrêté dans un hôtel, il y avait en tout, je ne sais plus, 14 heures de route, un truc comme ça, donc j'ai fait une pause. Le billet, c'était pour le lendemain midi.
Et puis je regarde mes messages et je vois que mon vol est annulé, enfin mon billet est annulé. Je suis remboursé intégralement. La compagnie South African Airways s'excuse, mais ils ne peuvent pas me transporter. Donc en toute dernière minute, puisque je voulais partir, je ne pouvais pas rester, c'est inexplicable, mais il fallait que je fuis, alors que j'avais rien fait de mal, hein, mais c'était vraiment psychologiquement très difficile. Donc j'ai cherché partout où je pouvais, et j'ai trouvé un billet qui coûtait 2 fois rien, je sais plus, $300, un truc comme ça, pour aller au Népal, via Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et c'était pour le lendemain très tôt, 7-8 heures du matin, quelque chose comme ça. Donc j'ai acheté le billet, et puis j'ai peut-être dormi 1 heure, et puis je suis parti, pour être à l'heure à l'aéroport. Je suis arrivé au Népal, un pays que je ne connaissais pas, je n'avais jamais été en Asie en fait, en dehors du Moyen-Orient. J'avais aucune idée de la langue qu'on y parlait, des oiseaux que j'allais voir, de la qualité de la nature, de la mentalité des gens, rien. Des lois, je savais juste qu'il ne fallait pas en visa à l'avance, comme en Inde par exemple, pour pouvoir rentrer. C'est pour ça que j'avais visité l'Amérique du Sud, où c'est beaucoup plus facile, en général, qu'en Asie. En Inde, en Sri Lanka, il faut un visa à l'avance, et on ne peut pas arriver comme ça. Au Népal, c'est possible. J'ai pris quelques semaines pour me familiariser avec le pays, pour faire des courses, pour acheter un sac à dos, pour acheter un peu de matos, compléter ce que j'avais déjà. Et puis je suis parti en forêt, précisément au pied des monts Annapurna, au nord du village d'Ashtam, au nord de Pokhara, plus globalement. Et mon idée, c'était d'y passer peut-être ma vie. J'étais vraiment tellement dégoûté, on va dire, de la vie civilisée, entre les guillemets, hein, que j'étais prêt à tout. Je ne me sentais plus attaché à la vie. J'ai eu une vie très riche, passionnante, je ne me plains pas du tout. J'en veux à personne, en particulier. Juste moi, là, j'étais dans un état d'esprit, plus rien. J'ai toujours rêvé faire ça. Mais au moins, j'aurais essayé. Vivre dans la forêt, comme un animal sauvage. Manger des baies, manger des champignons, manger des racines, manger des feuilles, des fleurs, des fruits. Ce que je trouve, quoi. Au pire, je mangerai un champignon qui va me tuer. Bon débarras. C'est vraiment dans cet état d'esprit que j'étais. Et puis, au mieux, ce sera une expérience fabuleuse et ça va me remettre d'aplomb. Alors, je pourrais vous donner beaucoup de détails. Au début, j'étais horriblement fatigué. C'était la montagne, monter de 100 mètres d'altitude, ça me semblait être le bout du monde. J'avais pas d'énergie. J'avais faim tout le temps, évidemment. J'ai eu pas mal de maux de tête. C'était très difficile. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je me suis vite rétabli. Et au contraire, après quelques jours, j'étais en pleine forme, j'étais léger, j'étais soulagé. Mais ce qui m'a frappé, ce sont 2 choses. De un, alors qu'on passe notre temps à manger quand on fait ça. Il faut chercher de la nourriture tout le temps. C'est un peu comme les animaux frugivores dans la nature, etc. Ils passent leur temps à chercher à manger. Parce qu'il faut manger beaucoup, il n'y a pas de la nourriture comme ça qui tombe du ciel. Ce qui m'a frappé, c'est que jamais j'ai mangé quelque chose qui m'a rendu malade. Et donc, je pense qu'il y a une forme de connexion, alors on peut appeler ça l'instinct, évidemment. Maintenant, on peut se demander comment l'instinct fonctionne dans une région où on n'a jamais mis les pieds, ni nos ancêtres les plus proches en tout cas. Donc il y a plein de questions qui se posent, on peut appeler ça de l'intuition. On pourrait imaginer plein de choses, comme je vous ai dit, je vais essayer de ne pas interpréter, ou plutôt, quand je vous donne une interprétation, le dire avec beaucoup de réserve, au conditionnel, pour ouvrir une réflexion, mais ce n'est pas une affirmation. Ce qui est certain, c'est que ça a marché. Donc vous voyez la différence entre les faits et l'interprétation. Pendant 2 mois, j'ai mangé tous les jours des quantités significatives de nourriture sauvage. Je n'ai aucune connaissance botanique, encore moins au Népal, mais même en Afrique et ici. Et donc, c'était uniquement au goût, au toucher, à la vue. Je sentais que ça allait ou ça allait pas. Alors peut-être qu'après le recul, des gens vont me dire « Oui, mais justement, dans la forêt où tu étais, il n'y avait rien de dangereux et tout était comestible. » Je ne sais pas si ça existe sur la planète. Peut-être, moi j'en sais rien. J'ai rien préparé, j'ai rien étudié. Ce qui m'a frappé aussi, c'était la résilience, je crois que c'est le terme approprié, de tous les êtres vivants, dont l'être humain est une exception sur ce point. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi, l'humain peut détruire, parce que j'ai vu évidemment des endroits où l'être humain passe, il coupe, etc. C'était illégal puisque c'était dans une zone protégée, mais enfin bon, vous savez.
eh bien les plantes repoussent, les insectes continuent à butiner, les oiseaux continuent à chanter, ils font leur boulot. Il n'y a que l'être humain qui se pose plein de questions et qui ne fait pas son boulot. Il fait tellement pas son boulot qu'il ne sait même pas ce que c'est son boulot. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo. Quel est le rôle du vivant? Quel est le rôle de l'être humain aussi? Parce qu'encore une fois, c'est une réflexion, hein. Il n'y a pas de réponse définie à ça. Mais c'est en étant seul dans la forêt que j'ai mieux compris la question, en fait. Je dirais ça comme ça, sans prétendre avoir de réponse. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Eh bien, plusieurs choses. Je ne sais pas quel est le plus important, mais il y a le côté science. Ce que j'ai vécu là, vous pouvez me croire, j'espère que vous le faites, parce que je ne vous raconte pas d'histoire, mais vous pouvez aussi ne pas me croire, et je ne peux absolument pas vous prouver ce que j'ai vécu. J'ai aucun moyen. Mais surtout, la science ne pourra jamais le prouver non plus. En tout cas, tant que la science reste ce qu'elle est. Et pourquoi ça? Mais c'est facile à démontrer que ce n'est pas prouvable. J'espère que vous comprenez bien la démarche que je fais ici. C'est une démarche scientifique. Je démontre qu'on ne peut pas le démontrer. Alors, ça peut paraître comique dit comme ça, mais c'est tout à fait logique. Parce que je suis à peu près certain que si ça a marché, c'est à cause de mon état d'esprit. C'est-à-dire que si j'avais eu en tête, dans un mois je dois rentrer parce que je guide en voyage, parce que j'ai promis à ma maman, parce que je dois revoir ma sœur, parce que j'ai promis d'écrire un article sur ce que j'ai fait dans tel magazine, voyez, je me serais mis automatiquement, même inconsciemment, une pression. J'avais quelque chose à prouver. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Bon, j'ai le droit de manger un champignon qui va me faire halluciner un petit peu, mais j'ai pas le droit de manger un champignon qui va me tuer, ou me rendre malade, ou il faudra m'évacuer avec un hélicoptère. Je vous dis, j'en avais rien à faire. Bon. Donc, pour faire l'expérience de façon scientifique, il faudrait me remettre dans le même état d'esprit. Mais si j'étais dans cet état d'esprit, je refuserais de faire une étude scientifique, puisque je n'avais plus rien à faire, justement. Comprenez? Dès le moment où on fait une étude, et que je le sais, bien sûr, j'en suis conscient, c'est très important, c'est impossible à reproduire, parce que l'état d'esprit que j'aurai dans le cadre d'une étude ne sera pas le même. Donc, si c'est comme je crois, j'ai bien dit je crois, hein, et qu'il y a un lien entre mon état d'esprit et ce que j'ai réussi à faire, eh bien on ne peut pas le prouver. Une autre solution serait de m'étudier sans que je le sache. Théoriquement, ça pourrait marcher. Mais il faudrait me remettre dans le même état d'esprit. Et comment le vérifier? Sans me le demander, puisque je ne serais pas conscient que c'est une étude. Voyez? Donc en fait, ce que j'ai vécu est improuvable. C'est pas pour ça que je ne l'ai pas vécu. Bon. Alors pourquoi je vous parle de ça maintenant? J'ai vécu ça en 2016. On est en 2022, ça fait quand même pas mal d'années. Et donc, j'en ai un tout petit peu parlé dans un article, à gauche, à droite, mais j'ai jamais vraiment parlé de ce sujet. Mais justement parce que, avec mon esprit scientifique, c'est un peu délicat. J'ai vécu autre chose qui est beaucoup moins spectaculaire. Ça date de bien avant, 2008. Ça, j'en ai déjà parlé, dans une série de vidéos, où je présente mes projets. J'explique, dans cette vidéo, qu'après 6 jours de jeûne, j'ai eu l'impression d'une relation particulière avec les oiseaux. Plus spécialement des parulines, qui sont des petits oiseaux américains, migrateurs, pour la plupart de ceux qui sont en Amérique du Nord, et qui font des concentrations à certains endroits, notamment à la Pointe Pelée, dans le sud du Canada, où j'étais. Donc je raconte ça dans cette vidéo, je ne vais pas y revenir. Si ce n'est que, pour être très très court, j'ai eu l'impression que le vendredi soir, les parulines avaient décidé que je ne puisse pas prendre des photos, alors que, normalement, j'aurais dû avoir des opportunités. Chaque fois que je prenais mon appareil photo, elles se cachaient. À plusieurs reprises, la même chose. Et quand j'ai arrêté d'essayer de les prendre en photo, elles sont venues se poser à côté de moi. Ça paraît incroyable, et je vous dis, ne me croyez pas si vous n'avez pas envie, peu importe. Mais le lendemain, on était des centaines à cet endroit, et les parulines se sont mises de telle manière que j'étais à peu près le seul à pouvoir faire des photos, parce que j'avais un bridge comme j'ai l'habitude, et que la plupart des gens autour de moi avaient des gros téléobjectifs. Les parulines sont venues trop près pour eux, mais bien mises pour moi tout seul. On peut croire que c'est une pure coïncidence. Bon, vous pouvez croire encore une fois que je vous dis n'importe quoi.
Mais le plus probable, puisque vous me connaissez, vous savez que j'invente pas comme ça des histoires pour le plaisir, il y a environ un œil blanc qui vient chanter. Je ne vais pas vous dire que c'est une coïncidence, mais j'allais vous parler de lui aussi justement. Oui, c'est peut-être une coïncidence intéressante. Je ne sais plus si je le dis dans la vidéo que j'ai tournée en Turquie il y a 2 ans, sur cette expérience. Mais après avoir vécu ça, c'était la première fois depuis 1987 où j'ai commencé à regarder les oiseaux. Jusqu'en 2008, ça fait quand même pas mal d'années. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant toutes ces années, j'ai jamais vécu ça. Et j'ai vécu une fois. Donc simple coïncidence. Est-ce que c'est parce que je jeûnais et que mon cerveau était mal alimenté? Vous savez, moi je suis ouvert à toutes les explications. Sauf que le samedi soir, j'ai rencontré un ornithologue québécois, un photographe professionnel, pour éventuellement illustrer mes livres. À l'époque, j'écrivais des livres sur les oiseaux. Et je lui ai justement demandé pour voir le vireo à œil blanc qui est rare au Canada. C'est-à-dire il est très localisé. Il n'y a que des petites populations dans le sud. Il m'a donné l'endroit. Et un peu plus tard, il m'a expliqué un truc incroyable. C'est que pour faire des photos professionnelles comme il fait, il communique avec les oiseaux. Et donc, les oiseaux se mettent où il a besoin pour la photo. Je dois dire que c'est la première fois que quelqu'un me parle comme ça en 20 ans. Et justement, c'est la première fois que je vivais ça en 20 ans. Coïncidence? Possible. Mais vous comprenez que moi, je l'ai vécu comme quelque chose de particulier. Et je me suis posé la question, y a-t-il un rapport avec mon jeûne? Bon. Encore une fois, improuvable. Sauf que, si je reproduisais l'expérience, ça ne le prouverait pas non plus, parce qu'il n'y a personne pour vérifier, vous savez, double aveugle, machin, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, ça pourrait me convaincre qu'il y a quelque chose, et donc que ça vaut peut-être la peine d'en parler à d'autres pour ouvrir leur esprit, non pas pour dire j'ai la vérité, j'ai l'interprétation, mais peut-être qu'ils gardent l'œil ouvert sur des phénomènes considérés comme, disons, irrationnels, mais qui existent peut-être quand même, voyez? Et justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, à peu près 2 ans jour pour jour, je crois, en jour près, après avoir tourné ces vidéos en Turquie, eh bien, il m'est encore arrivé quelque chose. J'ai commencé à jeûner. Pour une semaine, j'avais décidé de refaire la même chose. C'est vraiment dans l'esprit scientifique. Hein. Je l'ai fait une fois, je vais refaire la même chose, on va voir si ça donne en résultat. C'est pas suffisant, encore une fois. Hein. Mais peut-être que je le referai encore et encore. On verra. Le 5e jour, exactement comme au Canada, j'étais dans ma cabane, les cabanas Tchak, comme vous le savez, et j'entends une paruline. Dire en période de migration au Mexique, il y a des parulines, c'est rien de spécial. En plus, je dois préciser, c'était une paruline à capuchon, il n'y avait pas de paruline à capuchon à Pointe-Pélée quand j'ai eu cette expérience. Je ne sais pas si l'espèce a de l'importance, ou même le fait que ce soit une paruline. Je partage les faits. Je suis sorti de mon chalet avec mon appareil photo, à ce moment-là sans penser du tout à cette histoire. Cette paruline était dans la petite haie qui borde ma cabane, soit. Et puis elle avance, elle arrive tout à fait à côté de ma cabane, elle monte sur l'arbre au-dessus de ma cabane, j'ai essayé de faire des photos, mais j'ai pas vraiment réussi quand elle était au-dessus de ma cabane. Puis elle traverse la pelouse en vol, vers des grands arbres, elle revient dans la haie, et elle a fait le tour, j'ai compté au moins 17 fois. Bon, encore une fois, la paruline à capuchon est territoriale en hivernage, peut-être en migration. Voilà, c'était en migration puisqu'elle est partie après. J'ai pas fait une découverte extraordinaire, mais j'avoue que justement le 5e jour, exactement comme en 2008, que j'ai une paruline qui vient tourner autour de ma cabane, ça m'interpelle. Ensuite, justement, le vireo à œil blanc, l'espèce que j'avais demandé au photographe québécois, arrive à Spohil, il se met à chanter, c'est une espèce commune. On l'a entendu ici dans la forêt, vous voyez, c'est pas du tout un oiseau rare, c'est pas la question. Il arrive et il reste dans les jardins. Et je l'entends quasiment tout le temps du matin au soir, sauf quand je vais évidemment sur le terrain et que je suis pas dans les jardins, mais sinon il paraît être toujours là. Mais il se tient très haut dans les arbres. Et il y a quand même un moment, j'ai pris mon appareil, je me suis dit, je vais la voir. Je suis resté très longtemps dehors, à le suivre, à chaque fois me déplacer, chaque fois qu'il change d'arbre, en me disant, il va bien finir par descendre. Au point que je suis arrivé à ma batterie à plat. J'ai plus qu'une batterie, ça j'ai déjà raconté dans une autre vidéo. Donc je l'ai mis à charger, et je ne peux plus utiliser l'appareil sur ce temps-là, puisque je ne peux plus retirer la batterie en fait de l'appareil photo. Donc je le charge directement sur l'appareil. L'appareil a presque 5 ans. Et à ce moment-là, j'entends qu'il chante tout près, je passe le bout de mon nez à la porte
de ma cabane, et je vois qu'il descend, et il est venu se mettre sur la branche la plus proche de ma porte. Encore une fois, ça prouve rien, c'est peut-être une coïncidence, mais si vous avez suivi l'histoire des parulines de 2008, ça ressemble quand même beaucoup. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne vais pas tirer de conclusion. Je le dis maintenant, parce que si je vous le dis dans 20 ans, et qu'il s'est passé plein de choses extraordinaires d'ici là, même peut-être avec des témoins, vous direz oui, c'est facile de le dire après. Ben non, je l'ai dit dans une vidéo, tout de suite, maintenant, et donc si je peux reproduire cette expérience dans 6 mois, dans un an, éventuellement avec témoins, encore une fois, ce ne sera pas une preuve, mais ça commencera quand même à y ressembler. Je suppose que ça en fera réfléchir plus d'un. Et c'est vraiment le but. D'ailleurs, à propos de preuves, je vais revenir sur la guerre en Ukraine. Je vais dire quel rapport? Mais les preuves. Les preuves que ce qu'on vous dit est un mensonge. Par exemple, le fait que la Russie a annexé la Crimée. On vous répète ça tout le temps. C'est ça qui a tout commencé. On a commencé les sanctions, on a fait de la Russie un ennemi depuis 2014, après cette annexion. Bon, j'ai des preuves qu'en fait, il n'y a pas eu d'annexion. Que c'est faux. Que ce qu'on vous raconte est faux. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, les histoires de preuves, c'est très important, mais il faut être capable de l'utiliser correctement. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, et qui, j'espère, vous fera réfléchir. Et je rajouterai un exemple avec la crise sanitaire. Je ferai attention aux mots que j'utilise. Tout le monde sait, tout le monde admet, reconnaît, puisque ça a été largement démontré, que les États-Unis ont menti pour faire une guerre en Irak. En fait, ils ont fait 2 guerres en Irak, et il y a eu de la propagande comme dans toutes les guerres, il n'y a rien de nouveau. Sauf que vraiment, les éléments déclencheurs ont été des éléments complètement fabriqués. Le plus connu, c'est les armes de destruction massive qu'aurait eu Saddam Hussein, avec l'image de Colin Powell qui serait rentré avec une arme chimique ou biologique, je ne sais plus, à l'Assemblée de l'ONU, déjà c'est pas crédible, avec sa petite fiole pour dire regardez, on a trouvé les armes chimiques. C'est dans ridicule, tellement ridicule que moi à l'époque j'avais dit et on m'avait traité déjà à l'époque de complotiste. Puis ça a été prouvé. Après il y a eu d'autres cas, c'était pour la première guerre je crois, en Irak, on avait dit que les soldats irakiens retiraient les bébés des couveuses, les éventraient, je sais pas quoi. Et ça a été démontré que non seulement c'était faux, mais ça avait été en montage, les États-Unis avaient payé en bureau de conseil pour inventer cette histoire. Et la soi-disant infirmière qui parlait était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Donc vous voyez, du mensonge à 100%. Bon, ça ne veut pas dire que Saddam Hussein était enceint et qu'il fallait rien faire, c'est pas la question ici. Ça veut juste dire qu'on vous a menti pour avoir une guerre. Maintenant, on dit ah maintenant on le sait. Bah oui on le sait. Et alors? Maintenant on a les preuves. À l'époque j'avais pas les preuves. Certes, mais la guerre a eu lieu. Et les personnes qui ont menti n'ont pas été arrêtées, n'ont pas été inquiétées. Donc, nous, on va dire scientifiquement, même si c'est pas vraiment de la science, c'est plutôt une enquête de police, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. On démontre qu'ils ont menti, mais on l'a démontré trop tard. Ça n'a rien changé. Ils ont eu leur guerre, ils ont pu tuer des centaines de milliers d'Irakiens, malheureusement, y compris des enfants. Ils ont même dit, Madeleine Albright a dit ça valait la peine. Oh ouais, on a tué 150 000 enfants irakiens, mais ça valait la peine, pas de souci. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Or, si à l'époque on avait dit eh oh, vos armes de destruction massive là, il n'y aurait peut-être pas eu la guerre. Mais on n'avait pas les preuves. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette circonstance? Attendre d'avoir les preuves et que ça ne sert plus à rien? Ou essayer d'agir avant qu'il soit trop tard? J'espère que vous mesurez bien l'importance de cette question. Elle est tellement importante qu'en fait des sociétés privées jouent là-dessus pour faire des choses terribles. Je vais citer la société que vous connaissez bien, Pfizer, qui est connue pour être la société américaine qui a le plus été punie par la justice, par d'énormes amendes, pour différentes tricheries. Ils trichent sur les études, les résultats, l'efficacité des produits, etc. Ça, c'est prouvé, puisqu'ils ont été jugés, condamnés, qu'ils ont payé leurs amendes. Donc, vous ne pouvez pas me dire que je suis complotiste, voyez. Mais à quoi ça sert de le prouver, puisqu'ils continuent? À quoi ça sert de le prouver, puisqu'ils ont quand même vendu leur camelote? Qu'il y a quand même des gens qui sont tombés malades, il y a quand même des gens qui sont morts. Les preuves n'ont servi à rien. Si, quand on démontrait qu'une telle société fait des choses illégales, on fermait la société, on mettait les responsables en prison, ben ça ne se reproduirait plus, ou beaucoup plus rarement. Mais qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une amende qui est largement payée par le bénéfice obtenu par les produits sur lesquels on a menti, et donc ils vont continuer, et ils continuent. Vous comprenez?
Donc, à quoi ça sert d'attendre l'épreuve pour agir si ça ne nous permet pas d'empêcher ces tricheries, ces morts, ces malades, etc. et ces guerres? Donc, je vais revenir là-dessus, sur les preuves que j'ai sur les mensonges, sur la guerre en Ukraine. Alors, par exemple, on me dit les gazoducs, est-ce que tu as une preuve que ce sont les Américains? Non, bien sûr que non. Et on n'aura peut-être jamais. On sait par contre que les Américains sont capables de mentir. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Yougoslavie, on l'a vu en Roumanie, etc. Pour faire une guerre. Ça, on le sait. Et on sait qu'ils avaient intérêt à le faire. Mais ça ne prouve pas que c'est eux. Est-ce qu'on va se laisser entraîner dans une guerre mondiale sur base de mensonges américains? Alors je ne dis pas que les autres mentent pas, hein, c'est pas la question. Bien sûr, il y a des mensonges partout. Sur base de mensonges, est-ce qu'on va s'entretuer, détruire la planète à la limite? Sur base de mensonges? On sera bien avancé si 10 ans, les quelques survivants dans 10 ans diront « Ah, on a une preuve que les Américains ont menti ». Ben, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Pareil avec le sujet dont on parle. Depuis des centaines d'années, voire des millénaires, certaines médecines, ayurvédiques, chinoises traditionnelles et compagnie, disent que pour lutter contre les maladies infectieuses, il faut jeûner. Quand on disait ça il y a 20 ans, on disait « Ouais, tes remèdes de grand-mère », parce que peut-être que nos grand-mères le savaient un petit peu aussi, c'est pas scientifique. Donc les gens ne le font pas. Maintenant, on a des preuves scientifiques. Il y a des publications scientifiques qui confirment que le jeûne permet de redynamiser notre système immunitaire. Bon. Mais les personnes qui me disaient, là, il y a 20 ans, « Ouais, jeûner, tu parles. Ça sert à rien, c'est pas scientifique. » Peut-être qu'elles sont mortes depuis. Et que si elles avaient jeûné, elles auraient été en bonne santé. Peut-être, hein. Je n'ai pas d'exemple précis. À force d'attendre les preuves scientifiques, on a des guerres, on a des morts, on a des malades, on a des problèmes qui ne sont pas solutionnés, alors qu'il suffisait d'essayer. Qu'est-ce que ça aurait coûté à une personne malade il y a 20 ans? De dire, puisque tu dis qu'en 3 jours, on peut aider notre immunité, je vais jeûner 3 jours, qu'est-ce que ça me coûte? Au contraire, je vais faire des économies. Et si après il est guéri? Bien sûr, ce n'est pas une preuve. Mais quand il sera encore malade, il y repensera. Et sans doute, il essayera encore. Et sans doute, ça marchera encore. N'est-ce pas l'essentiel, finalement? Pareil pour le régime alimentaire. Depuis le début de la pandémie, je vous dis, vous pouvez éviter d'être malade en changeant de régime alimentaire. J'ai fait des articles, j'ai fait des vidéos, j'explique, je donne des liens vers des docteurs qui expliquent ça, des thérapeutes, en France et en anglais, etc. Et on me répond toujours la même chose. Montre-moi une étude, genre double aveugle, publiée dans le British Medical Journal, ou de le Lancet qui me dit ça. Ben non, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas pourquoi? Et là, on vient à un autre aspect de la science, qui n'est pas en fait la science proprement dite, qui est l'organisation de la science. La science, c'est l'humain, sa conscience de l'être humain, qui est curieuse et qui veut savoir ce qui se passe. Quelque chose de très sain et de très positif, à mon avis. Maintenant, comment est-ce qu'on a organisé ça? On a organisé ça avec des organismes de recherche, avec des revues scientifiques, des comités de lecture, etc. Mais le système en lui-même ne remet pas en cause la science, mais peut être un système, 1, qui a ses limites, et 2, qui est corrompu. C'est pas moi qui le dis, regardez. C'est publié dans le British Medical Journal, justement. Une tribune pour dire, voilà, je travaille pour le monde scientifique et je vois comment la science a été corrompue par l'industrie. C'est pas moi qui le dis. Ça ne veut pas dire que tout est faux. Loin de là. Mais ça veut dire qu'il faut prendre un petit peu de précaution. Un autre problème, c'est qui paye. C'est très cher une bonne étude scientifique. Comment est-ce qu'on va prouver que sur 40 ans, les personnes qui ont un régime alimentaire, je le dis dans les grandes lignes, crudis, végétalien, bio, voilà, pour faire simple, vous irez voir d'autres détails dans d'autres vidéos, puis j'y reviendrai encore parce que beaucoup de gens m'ont demandé, les gens qui mangent comme ça n'ont pas de maladie infectieuse ou quasiment pas, disons. Parce que pas du tout en science, il y a toujours des exceptions, des 0,1%, etc. Bref. Comment le prouver? Il faut vérifier sur des milliers de personnes qui mangent, entre les guillemets, normalement, il faut encore voir ce que ça veut dire, c'est-à-dire qui mangent un peu de tout, qui mangent de la viande, qui boivent du Coca-Cola, vous voyez ce que je veux dire? Qui fument éventuellement et tout, parce qu'évidemment, dans mon mode de vie, il n'y a pas de drogue, pas de cigarette. Et des gens qui vivent comme moi, d'abord, il faut les trouver. Il faut être certain qu'ils respectent ce qu'ils disent. Comment le vérifier? Et puis, il faut faire l'étude non pas sur 5 ans, mais sur 40 ans. Ça va coûter des centaines de millions. Et qui va le payer? Pas les laboratoires, parce que qu'est-ce qu'ils vont avoir comme effet bénéfique, les laboratoires? Soit ils vont prouver que ça ne marche pas, et ils ont perdu leur argent,
Soit ils vont prouver que les gens sont en meilleure santé, et ça va juste prouver que leur médicament ne sert à rien. Ou presque. Ou presque, enfin bon, encore une fois, je ne vais pas faire d'affirmations trop fortes, sinon on va me dire de faire des raccourcis. Mais admettons même que ça diminue par 80% les maladies infectieuses, moi je sais que c'est beaucoup plus, mais peu importe, ben ça va diminuer de 80% leurs besoins de médicaments. Or, eux, ils veulent vendre des médicaments, pourquoi ils iraient investir des centaines de millions pour prouver que leurs médicaments servent peu? Ça n'a pas de sens. Et qui d'autre va payer? Personne. Personne ne le fait. Peut-être que les gouvernements devraient le faire. Mais c'est du conditionnel, ils ne le font pas. Donc, c'est pas prouvé. Est-ce que ce sera prouvé un jour? Sans doute. Dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Et s'il y a encore des humains. Mais en attendant, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est maintenant que vous voulez être en bonne santé. Est-ce que c'est pas plus intelligent de dire, je vais essayer? Qu'est-ce que ça vous coûte de dire, je vais prendre 6 mois de ma vie, et pendant 6 mois, je vais manger, comme le dit Irène Grosjean, comme le dit le docteur Romy Paredes, comme le dit le fou de Valérie Scholart, c'est moi. Ça vous coûte quoi? Vous savez très bien que vous n'allez pas tomber malade, parce que vous mangez bio, parce que vous mangez cru. Vous n'allez pas tomber malade. Au pire, vous allez vous sentir un peu faible, parce que vous n'avez pas l'habitude de digérer cette nourriture, il va falloir que votre flore intestinale évolue. C'est justement en fait ce qui change tout, parce qu'une fois que vous aurez une nouvelle flore intestinale, votre intestin sera en tellement meilleure santé qu'il aura une meilleure immunité, ça c'est le principe scientifiquement, sauf que ça n'a pas été prouvé par les organismes scientifiques officiels reconnus par les gouvernements et par les laboratoires. Mais si vous essayez, votre résultat sera tellement spectaculaire que vous n'aurez plus besoin de preuves. Vous essayerez juste de convaincre les personnes que vous aimez de faire pareil parce que vous avez envie de les voir en bonne santé. Donc ce sont les limites, non pas de la science, parce que c'est prouvable ça, mais le système actuel, la manière de faire les études, la manière de les financer, fait qu'on n'a pas de preuves. Pas de preuves au sens, je dirais, officiel du terme. Maintenant, si vous prenez les travaux, par exemple, du docteur Romy Paredes, qui a montré sur des milliers de patients qui sont devenus en bonne santé grâce à ce changement de régime, si vous y pensez bien, c'est déjà une preuve, mais ce n'est pas une preuve très rigoureuse au sens académique du terme. Voilà. Après, c'est à vous de choisir. Mais au moins, comme qui dirait, on vous l'aura dit. Si vous êtes malade et vous dites qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, bon, je ne suis pas croyant, c'est pas la question, vous avez compris. Ben au moins, on dirait, on vous a donné une solution, pourquoi vous ne l'avez pas essayé? Encore une fois, qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? D'autant plus que dans le cas du végétalisme, ça tombe bien, puisqu'il faut arrêter les élevages pour solutionner le réchauffement climatique, ça je l'ai expliqué, démontré il y a longtemps, et il y a eu plein de preuves qui ont été publiées depuis. Pour arrêter l'extinction de masse, pour limiter la pollution des eaux, etc. Donc c'est un point tout positif. Cru dit, on vous dit que l'énergie va être impayable, qu'on va vous mettre des restrictions. Pas à manger cru, vous allez voir ce que vous allez économiser comme énergie. Vous voyez? Et alors quand je dis bio, on me dit oui mais le bio c'est cher et c'est pas toujours fiable. Alors, je répète, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le dis encore, quand je dis bio, c'est quelque chose qui n'est pas pulvérisé. Quelque chose qui est fait dans votre jardin sans label est évidemment bio, si vous ne l'avez pas pulvérisé. Ou votre voisin, ou le maraîcher du coin, que vous connaissez, qui ne pulvérise pas. Peu importe, ce n'est pas une question de label, c'est une question de fait. C'est d'ailleurs un autre problème de la science, c'est que dans le grand public, ce n'est pas les scientifiques, on confond parfois le label et la réalité. Si vous achetez une pomme au magasin bio, votre pomme elle est végane. Mais il n'y a pas une étiquette dessus, végan ou végane. Vous achetez un hamburger végétalien dans un supermarché, avec un beau logo végan dessus, et vous regardez les ingrédients et vous voyez qu'il y a des œufs. Il n'est pas végan. C'est pas le label la réalité. Il y a les faits et il y a les labels. C'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre la catégorie et la réalité. D'abord parce que les catégories peuvent être mal faites, parce qu'elles peuvent avoir des limites floues. Les gens peuvent tricher, les gens peuvent se tromper, vous voyez. Il y a les faits et il y a les catégories. Je le dis d'ailleurs dans ma science aussi, l'ornithologie, dans la classification. On met des étiquettes sur les oiseaux, des espèces, des sous-espèces, etc. Mais ce n'est pas la réalité, c'est une façon de décrire la réalité. Il y a une façon de faire. Il y en a certainement d'autres, même si on n'a pas trouvé une meilleure. Mais l'être vivant reste un être vivant, quelle que soit sa catégorie, vous voyez. Bon, j'espère que ma réflexion, qui est très ouverte, qui ne tire pas de conclusion, vous a intéressé. Je me doute bien que vous ne serez pas des milliers sur ce genre de vidéo. La vidéo que j'ai faite sur le rôle de la vie, avec quelques centaines de vues, sur la conscience des animaux, c'est pareil, je le sais bien.
peu importe. Je fais comme les plantes qui poussent dans la forêt. Même quand on coupe la forêt, elles repoussent. Même si elles n'ont aucune chance de vivre, parce qu'il y a des êtres humains qui viennent mettre des herbicides, tant qu'elles peuvent, elles repoussent. Je crois qu'en disant ce que je pense, en partageant mes expériences, je joue mon rôle. Je ne sais pas quel est l'objectif, s'il y a un objectif derrière, je ne sais même pas quel est le rôle de la vie, le rôle de l'être humain sur Terre, je ne sais pas tout ça. Et je n'ai pas de croyance arrêtée. J'ai peut-être des idées, des hypothèses, mais ça ne va pas plus loin. Mais je sens que partager ça avec vous est quelque chose de positif. Donc je le fais. Et donc, s'il faut vraiment faire une conclusion, parce qu'il faut bien que je termine cette vidéo, je dirais, même si quelque chose n'est pas prouvé, si vous sentez qu'il y a un problème et que vous cherchez une solution, rien ne vous empêche d'essayer une solution, surtout si c'est une solution qui n'est pas dangereuse. Je ne parle pas d'essayer un médicament qui peut vous tuer, on est bien d'accord. Essayez la solution, au pire ce sera une expérience qui ne vous apporte rien de très important, au mieux, vous allez solutionner votre problème et ouvrir des portes pour avancer, pour solutionner d'autres problèmes dans le futur, des portes qui jusque-là étaient fermées parce que la science ne les avait pas ouvertes. Ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Voilà, je vous salue. Encore une fois, je dis j'espère qu'il y a quelques personnes qui peuvent apprécier ce genre de réflexion à haute voix. En tout cas, moi, ça me fait du bien de le faire. Je pense que c'est positif. Et je vais continuer à chercher, à vous informer. Je referai peut-être encore des jeûnes d'une semaine, mais j'ai d'autres idées en tête. J'écoute des personnes qui ne sont pas scientifiques, mais qui parlent de sujets qui nous concernent. Par exemple, je n'ai aucune attache religieuse avec les religions hindouistes, par exemple, mais je trouve très intéressant d'écouter Sadhguru, qui parle de conservation de la nature, qui parle de respect de la santé, et qui insiste, comme le docteur Romy Paredes d'ailleurs, du contact que nous devons avoir avec le sol et la nature. Il conseille de marcher pieds nus, il conseille de toucher les arbres, éventuellement de les embrasser. Parce que, de façon scientifique, on pourrait dire que ça rééquilibre certaines énergies. On sait qu'il y a l'effet au niveau de l'électricité, on sait qu'il y a l'effet de terre. Mais c'est plus subtil que ça. On fait partie de la nature, on fait partie de la terre, on a besoin d'être en contact. Vrai, pas vrai. Improuvable, encore une fois. Enfin, peut-être qu'un jour, ce sera prouvé. Je ne vais pas refaire la démonstration. Mais pourquoi pas essayer, ça coûte quoi? Moi, j'ai fait l'expérience. Et oui, quand je suis dans un appartement, en ville, et que je me sens perturbé psychologiquement, nerveux, instable, aller dans la nature comme ici, toucher le sol, rester assis, méditer dans la nature, ça change complètement les sensations. Prouvé ou pas, vous faites du bien. Pourquoi vous en privez? Peut-on faire quelque chose de particulier en ce moment, sans outils de yoga? Une chose simple, c'est marcher dans le jardin. Marcher au moins 1 heure ou 2 par jour. En particulier, avant de dîner ou de déjeuner. En particulier avant ça. Au moins pendant 1 demi-heure, marcher sans chaussures, pas sur ce granit. Soit dans l'herbe, soit dans la boue dehors. Vous verrez, quand le corps est en contact avec la terre, quand vous mangez la nourriture que vous mangez, la façon dont il l'intègre, c'est très différent. La digestion va de toute façon avoir lieu, mais combien vous pouvez intégrer dans le système dépend de à quel point vous êtes en phase avec la terre. Donc, même 1 demi-heure si vous marchez, sans chaussures, et que le corps reste en contact avec la terre, vous verrez, les éléments vont fonctionner avec un peu plus d'intégrité que la façon dont ça a lieu en ce moment. Donc, un certain temps à être à l'extérieur, à être avec le soleil, à être avec le vent, à être avec la pluie, à être avec la terre. C'est très important, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes un produit de cela, vous êtes une manifestation de cela. Voilà. Encore une fois, je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Vos commentaires, vos questions sont les bienvenus. Bien sûr, en fonction de vos réactions, il y aura des suites. J'ai promis des suites sur la vidéo de la conscience des animaux. Ce sera fait. Quand, je ne sais pas, parce que j'ai plein de sujets que je vous ai promis. Je les ferai tous tôt ou tard. En tout cas, tant que je suis vivant, je continue mes efforts pour partager avec vous, pour informer tant que je peux sur des sujets sur lesquels j'ai peut-être un peu de connaissances, peut-être un peu plus que la moyenne, et donc que ça peut servir à d'autres.